Salut, c'est Alain. J'ai une question piège. Que faut-il faire de notre patrimoine? Je n'ai bien entendu pas l'idée saugrenue de tout raser, ça va de soi. Mais si on y réfléchit un peu, la question est complexe. Et ce, depuis qu'au XIXe siècle, on a commencé à s'y intéresser. On a accusé Viollet-le-Duc de tous les maux, d'avoir reconstruit du kitsch, du château Disney. Mais qu'en est-il vraiment? En ce moment même, on est en train de reconstruire la flèche de la basilique Saint-Denis. Mais pourquoi donc? Et je ne parle pas des débats qu'il y a eu autour de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Tiens, autre exemple, le château de Coucy dans l'Aisne. Une association envisage très sérieusement de rebâtir le donjon détruit par les Allemands à la fin de la Première Guerre mondiale. Cela a-t-il du sens? On s'écarte un petit peu du strict Moyen-Âge. Mais si vous le voulez bien, prenons le temps d'y réfléchir un peu. Mais d'abord, de quoi parle-t-on? C'est vrai, en fin de compte, le patrimoine, c'est quoi? Si on se réfère à la racine étymologique, c'est un bien transmis par le père. Ou par la mère, ne venez pas chipoter ou ergoter sur cette question, ce n'est pas le sujet. Bref, quelque chose qui nous a été transmis par nos ancêtres, un témoin du passé qui se transmet d'une génération à l'autre, d'une époque à la suivante, et que nous nous devons de préserver. Sinon, évidemment, pas de transmission possible. Quant à savoir depuis quand on se préoccupe de cette question, c'est assez compliqué. Pour certains, les fresques pariétales préhistoriques à Lascaux ou ailleurs portent déjà la notion de transmission d'un savoir, d'une histoire, et montrent donc ce souci de transmettre aux générations futures. D'autres estiment que la quête de reliques qui se développe tant au Moyen-Âge participe de la même envie de transmission. Et les pièces d'orfèvrerie que sont les reliquaires, mais aussi les églises, cathédrales, saintes chapelles, en tant qu'écrins de ces reliques, deviennent elles-mêmes des éléments remarquables à transmettre, pour montrer la gloire de Dieu, certes, mais également, on ne va pas se mentir, celle de leurs bâtisseurs. Ce point de vue est particulièrement intéressant parce qu'il porte en lui une certaine idée comme quoi l'objet à transmettre porte en lui une certaine sacralité. L'aspect religieux implique nécessairement cela. On ne doit pas toucher à quelque chose qui exprime la grandeur de Dieu. Mais progressivement, la sacralisation du patrimoine va totalement échapper à la sphère religieuse pour investir celle de la seule mémoire. À la suite de Christophe Pomian, philosophe et historien franco-polonais contemporain, beaucoup voient dans l'époque de la Renaissance une vraie préoccupation pour ce qu'ont laissé les générations passées. En glorifiant l'Antiquité, on se préoccupe de facto des traces laissées par les anciens. Ainsi, en 1462, un édit papal pour la ville de Rome interdit de dégrader les monuments antiques. On recherche aussi les objets et reliques de l'Antiquité et les fouilles archéologiques se multiplient, surtout en Italie. Alors c'est vrai qu'à cette époque apparaissent les premiers musées, qui sont des collections privées, comme celles des papes ou de riches aristocrates. Pour autant, cette notion de collection existait bien avant cela et de nombreux aristocrates médiévaux ont constitué notamment des bibliothèques remarquables, comprenant des écrits anciens ou plus exactement des rééditions contemporaines des textes des auteurs grecs, latins, arabes. Le texte en lui-même, la pensée qu'il exprime, pour immatérielle qu'elle soit, est bien un patrimoine, et on ne peut que regretter les pertes dues aux destructions et incendies de tous ordres que le monde des livres a connues, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, pour la plus connue, mais bien d'autres moins célèbres. Enfin, je crois qu'il faut vraiment parler d'Alexandre le Noir, grâce à qui cette notion de mémoire à préserver prend un sens extrêmement important. Au début de la Révolution française, pourtant considérée comme épouvantablement destructrice, en particulier des biens de l'Église, on décide la réunion pour éviter leur dispersion et leur destruction de tous les objets d'art des biens nationaux confisqués aux différentes maisons religieuses, afin qu'ils soient entreposés dans un même lieu. Alexandre le Noir en sera le gardien dans l'entrepôt, en quelque sorte, qu'est devenu le couvent des Petits Augustins, à Paris. Mais le 1er août 1793, la Convention décrète la destruction des tombeaux des ci-devant rois de la basilique Saint-Denis. Alexandre le Noir est le témoin direct de la destruction des tombes royales, les ossements jetés dans une fosse ou volés. Il s'oppose à la fureur des profanateurs et des pilleurs, tandis qu'un nouveau terme fait son apparition dans le vocabulaire français.
vandalisme. Blessé en voulant sauver de la destruction le mausolée de Richelieu, provenant de son château du Poitou, il parvient à sauver du saccage les statues et les gisants qu'il fait entreposer aux petits Augustins. Poursuivant son œuvre, il tentera également, mais en vain, de sauver les façades du château d'Annette, de la cathédrale de Cambrai, ainsi que l'église de l'abbaye de Cluny. Nous lui devons beaucoup. Pour la première fois dans l'histoire de France, voici quelqu'un qui élève la voix et qui dit en substance « Ok, vous détestez tout ce que ces objets représentent, les tyrans et exploiteurs supposés. Pour autant, ils sont de l'art et de l'histoire, notre histoire, et à ce titre, ils méritent d'être conservés. » Pas très woke, le gars, et c'est tant mieux. Beaucoup feraient bien de s'en inspirer encore aujourd'hui. Enfin, l'époque était différente, évidemment. Mais je trouve quand même que le parallèle vaut le coup. Deux époques où on a détruit des symboles de supposés tyrans ou exploiteurs, sans respect pour l'histoire et pour le savoir. Mais passons. Alors bien sûr, cela n'a pas été sans casse. En gros, le noir n'avait pas trop les moyens de ses ambitions et il a dû vendre des choses, comme ces petits lions qui figuraient au pied du gisant de Charles V et qu'on a retrouvé lors d'une vente aux enchères chez Christie's en 2017. Acquis en 1802 par l'aristocrate anglais Sir Thomas Neave pour sa collection privée, ils ont certainement été vendus par le noir pour pouvoir financer le reste. C'est aussi ce qui est arrivé à des vitraux, d'autres statues. D'accord, c'est dommage. Et on peut, à juste titre, regretter que des pièces majeures aient été séparées et dispersées. Mais souvenons-nous de tout ce qui a été conservé grâce à cela. Et même, ces objets ont ainsi pu échapper à la destruction. Présents dans des collections privées, d'où elles ressortiront peut-être un jour, mais aussi dans des musées comme le British Museum. On sait au moins qu'elles existent toujours et qu'on peut les localiser en cas de besoin. Et qui sait ce qui n'a pas été encore redécouvert. Au moins, tout cela n'a pas été vandalisé, pour reprendre le terme inventé par le noir lui-même, comme ces statues au visage martelé, ces abbayes rasées, ces rois de pierre décapités. Parce qu'il n'y a pas eu que des le noir, évidemment. Et beaucoup de choses ont été détruites. Et ce, malgré l'intervention de l'abbé Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, qui popularise ce mot de vandalisme, le 10 janvier 1794, dans son rapport adressé à la Convention, où il dénonce les destructions commises en dépit du respect dû aux, je cite, « objets nationaux qui, n'étant à personne, sont la propriété de tous ». Là encore, arrive une notion primordiale, objets nationaux. N'étant à personne, ils sont de la responsabilité de tous. Accessoirement, on doit aussi à l'abbé Grégoire cette phrase en 1794. « Les barbares et les esclaves détestent les sciences et détruisent les monuments des arts. Les hommes libres les aiment et les conservent. » Bon, ça va pas suffire, vous pensez bien. Mais au moins, avec le mouvement romantique du XIXe siècle, on commence à redécouvrir le Moyen-Âge avec plus d'intérêt que jamais. Et on va chercher à rendre plus accessible la beauté des vestiges, des monuments, des objets
et la connaissance de toute une période finalement très oubliée. Cela va passer par différentes actions qu'on a parfois du mal à comprendre aujourd'hui et qu'on a vite fait de condamner, souvent trop vite d'ailleurs. Il convient de toujours se remettre dans l'esprit de l'époque si l'on veut comprendre les motivations. Parlons par exemple des pillages de la Grèce et de l'Égypte, entre autres, qui ont enrichi le musée du Louvre et le British Museum, et bien d'autres en fait. Je ne reviendrai pas sur la légitimité des acquisitions faites à l'époque entre ce qui a été simplement volé, disons le mot, et ce qui a été légalement acheté, comme l'obélisque de Luxor à Paris. Ce qui m'intéresse ici, c'est de se demander si c'était opportun de déplacer ces objets à des milliers de kilomètres de leur lieu d'origine. Tout ça pour les exposer dans des musées aseptisés, loin de l'ambiance propre au lieu d'origine. Dans l'esprit de ceux qui ont voulu ces déménagements, il faut voir plusieurs choses. Bien sûr, il y a une notion de conquête, de ramener chez soi plus que des souvenirs de vacances, mais de quoi se valoriser en montrant des trophées. C'est certain. C'est la part sombre présente dans chaque être humain et je ne la défends pas, évidemment. Mais il y a aussi une notion de mise à l'abri. Une idée que les peuples locaux ne sauront pas, à tort ou à raison, prendre soin de leur propre patrimoine. Je sais bien qu'on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il faut quand même relativiser. Valait-il mieux vider les pyramides et le Parthénon ou risquer d'alimenter un trafic parallèle d'œuvres d'art ô combien actif en ces périodes? Trafic qui de surcroît se gardait bien de faire les choses proprement et qui, lui, vraiment, faisait preuve de vandalisme. Encore une fois, je ne cautionne pas le retrait systématique d'un patrimoine local sous prétexte que des esprits soi-disant supérieurs sauront mieux s'en occuper. Mais n'oublions pas qu'on parle du XIXe siècle, d'une période où la notion de patrimoine est encore quasiment inexistante dans l'esprit de la plupart, et où, finalement, on n'a pas fait mieux au XXe siècle en démontant et déménageant des églises et des abbayes européennes pour les remonter aux États-Unis, comme c'est le cas pour le cloître de l'abbaye Saint-Michel de Cuchat du XIIe siècle et situé dans les Pyrénées-Orientales, celui de Saint-Guilhem-le-Désert et d'autres. Ça date de 1938 et là, je ne vois pas vraiment de circonstances atténuantes. Et puis, il y a tous les monuments réparés, reconstruits, restaurés. Et là, bien sûr, il faut parler de Viollet-le-Duc et de ses comparses. Le XIXe siècle a été une période primordiale pour le patrimoine. Déjà, Napoléon Ier fait reconstruire Saint-Denis en ruine, malgré les actions de Lenoir. Mais comment faire? Tout est à inventer. Et François Debray, l'architecte en charge des travaux, eh bien, comment dire, n'y connaît rien en architecture médiévale. Bon, ok, il faut avouer qu'il n'a pas eu non plus beaucoup de chance avec la foudre, les tempêtes et surtout la tornade de 1845 qui manque d'écrouler la tour nord. Et par la suite, tout l'édifice. Imprévoyance, erreur de jugement et mauvais choix technique. Il faut avouer que truffé de charpente en métal, un édifice qui dépasse clairement de l'horizon en plein milieu de la plaine Saint-Denis, on aurait pu se douter que ça allait attirer la foudre. Alors, Debray se voit contraint de démonter la tour nord, d'abattre la flèche, en espérant pouvoir la reconstruire plus tard. Quand Viollet-le-Duc prendra sa suite, il n'aura que des mots très durs pour son prédécesseur.
Pourtant, lui aussi se verra accusé d'avoir fait n'importe quoi sur ces chantiers. Sa philosophie, qu'il exprime dans son dictionnaire raisonné de l'architecture médiévale, y est pour beaucoup dans sa mauvaise réputation. Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Un état qui n'a jamais existé. Il fait selon sa fantaisie donc, comme dans la collégiale de Poissy qu'il agrémente de fenêtres dans le chœur des oculi très 16e voire 17e siècle, pas du tout compatible avec l'époque d'origine de l'église, principalement du XIIe siècle. Ou la basilique Saint-Cernin de Toulouse, dont les travaux de Viollet-le-Duc ont été en partie dérestaurés entre 1970 et 1990. Et que dire du château de Pierrefonds, derrière moi, archétype du kitsch, disneylandesque pour la plupart des gens. Et pourtant, comme toujours, ce n'est pas si simple. Et il faut déjà se souvenir du contexte de l'époque. Comme je le disais à propos d'Alexandre Lenoir tout à l'heure, que resterait-il de ce patrimoine s'il n'était pas intervenu? Alors oui, bien évidemment, ce n'est pas une excuse pour faire de la merde, pardonnez-moi l'expression. Mais est-ce que c'est tant que ça du vandalisme comme cela a tellement été dit? Incontestablement, il y a des erreurs, de mauvais choix. Je l'ai évoqué à propos de Debray, et c'est aussi vrai pour Viollet-le-Duc, qui semble se lâcher de plus en plus à mesure qu'il vieillit. Mais quand même, si on y réfléchit bien, le parti pris d'unité stylistique a du sens. Vouloir ne pas dénaturer un édifice en le figeant à une époque donnée, c'est finalement aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Quand on lui demande de restaurer l'abbatiale Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, il faut bien comprendre dans quoi il met les pieds. Il a 26 ans et accepte un chantier à haut risque d'un édifice qui menace à tout instant de s'écrouler et que 2 architectes avant lui ont refusé sous des prétextes divers. Et à cette occasion, il va littéralement créer le métier de restaurateur de monuments historiques. Mettre en place une vraie méthode permettant d'abord de comprendre le monument dans ses plus infimes détails. Pour mieux le restaurer, il le dissèque littéralement avant d'envisager des solutions pour sa survie. Ce faisant, il identifie les éléments trop fragiles et trop dégradés qu'il vaut mieux détruire pour les reconstruire à l'identique. Et se permet des choix stylistiques controversés. Il décide par exemple la destruction de travées gothiques qui, selon lui, n'ont rien à faire dans un édifice roman. De quoi je me mêle, me direz-vous? Quelle arrogance de sa part que de changer la forme d'un monument simplement parce qu'il en trouve la construction incongrue. Ouais. Mais dites-moi, ceux qui avaient construit ces parties gothiques, n'avaient-ils pas fait la même chose? Viollet-le-Duc n'a-t-il pas seulement continué la construction d'un monument qui n'a finalement jamais été figé dans le temps? Je n'ai pas la réponse à cela, c'est compliqué, évidemment. Alors ok, il ne devrait pas détruire des éléments tardifs qu'il juge inappropriés. Je suis bien d'accord. Mais il a aussi sauvé des choses promises à la destruction, comme dans ce projet de construction d'un palais épiscopal pour l'archevêché de Paris, où il prévoit d'incorporer des matériaux issus
de l'hôtel de la Trémouille détruit au même moment. Réemploi, réappropriation, pour des raisons de coût bien sûr, mais aussi pour ne pas perdre un patrimoine remarquable, qui sera finalement perdu, le projet Viollet-le-Ducien n'ayant pas été retenu. Parce qu'à la même époque, on a quand même des personnes qui détruisent des statues sous prétexte qu'elles sont indécentes, comme cette nativité, où l'enfant Jésus a été détruit parce qu'il tétait le sein de la Vierge. C'est dans le Finistère. Ou d'autres qui remplacent des vitraux exceptionnels du XVIe siècle par du verre blanc. Parce que tout ça, ça manque de lumière. À Gisors, par exemple. Oui, je sais. Aujourd'hui, on a aussi des gens qui déboulonnent des statues par haine de la personne qui est dessus, sans même s'intéresser au contexte politique, économique, culturel, que sais-je, de l'époque. Que voulez-vous ? Quant à Pierrefonds, c'est encore plus compliqué. Déjà, l'extérieur n'a rien de kitsch. C'est Walt Disney qui s'en est inspiré pour le château de la Belle au Bois dormant. Pas l'inverse. Et savez-vous à quoi ressemblait réellement le château au XIVe siècle, avant qu'il ne prenne l'envie à Louis XIII de tout casser ? On en a une petite idée en regardant à quoi ressemblait le Louvre de Charles V, tel que représenté dans les Très riches heures du duc de Berry. Étonnant, non ? On dirait presque le même édifice. Rappelons que Charles V est le père de Louis d'Orléans, qui a construit Pierrefonds. Est-ce donc si étonnant d'y voir une grande ressemblance ? Viollet-le-Duc, qui a une connaissance encyclopédique du Moyen-Âge, n'a fait que restituer l'apparence d'origine du château. Car on peut vraiment dire qu'Eugène Viollet-le-Duc est intrinsèquement un homme du Moyen-Âge. Il veut absolument se mettre dans la peau d'un architecte du XIIIe ou du XIVe siècle, à tel point qu'il s'imagine converser tranquillement avec Villard de Honnecourt à propos de ses croquis et surtout de sa démarche. Alors oui, c'est vrai qu'il fait aussi preuve d'une certaine créativité. Dans ce même château de Pierrefonds, la salle des Preuses n'a jamais existé. Pour autant, ce n'est pas délirant. Viollet-le-Duc s'est contenté de la déplacer, car elle existait à Coucy-le-Château. Quand je vous parlais de réappropriation et de réemploi, en bref, quand il ne sait pas ce qu'il y avait, il prend un exemple cohérent et plausible ailleurs. Est-ce un mal ? Difficile à dire en vrai. Sans doute que ce n'est pas strictement historique. Mais de là à qualifier cette démarche de vandalisme destructeur, d'absurdité et de folie, il y a quand même un pas, non ? Et puis n'oublions pas non plus de quoi il est parti. Ce qu'il a trouvé en arrivant. Des erreurs de Debray à Saint-Denis et à l'état épouvantable de la collégiale de Poissy. Tous ces travaux ont été exécutés avec une grande négligence et de si mauvais matériaux qu'aujourd'hui, ces parties restaurées sont presque aussi ruinées que les vieilles constructions. C'est horrible, impossible à narrer. Les arcs-boutants sont faibles à leur base, qu'ils ne retiendraient pas la poussée des voûtes. Hideux, et mauvais matériaux en outre. Qui n'a pas vu le chœur de Poissy, en fait d'infamie, n'a rien vu. Il est alors un peu facile de tout mettre sur le dos de celui qui a dû reprendre les travaux.
le docteur Daniel Reif, professeur émérite de l'Université d'État de New York, reconnu pour ses travaux majeurs en préservation architecturale, explique à propos des travaux de Viollet-le-Duc à Notre-Dame de Paris que quand des fragments réels étaient disponibles, ils étaient copiés avec beaucoup de soin et intégrés dans une scène basée sur des versions comparables. Et que, quand rien ne restait, les meilleurs modèles du genre, d'une date comparable, étaient choisis et copiés avec la même fidélité ou adaptés avec imagination, le soin étant pris de conserver le style essentiel. Et lorsqu'un document fiable était disponible, il était suivi pour donner une unité à l'ensemble. Reif qualifie la démarche de restauration à la fois créative et archéologique. Et cela nous a donné la si fameuse Strige de Notre-Dame, mais aussi les vitraux du chœur de Saint-Denis, en partie dispersés par Alexandre Lenoir, et dont je défie quiconque de séparer les parties XIIe des parties XIXe siècle. Sa plus grande erreur, au vu de la philosophie d'aujourd'hui, est d'avoir reconstruit l'apparence du Moyen-Âge, avec les moyens du XIXe siècle, notamment beaucoup de métal, recouvert de coffrages en bois, totalement anachronique. Bon, l'objet n'est pas non plus d'instruire le projet en canonisation de Viollet-le-Duc. Il a quand même fait des trucs étranges, on ne peut pas l'oublier. Et au final, la cité de Carcassonne, restaurée par ses soins, a bien été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais comme œuvre du XIXe siècle, et non comme vestige du Moyen-Âge. Mais finalement, est-ce qu'on a appris des erreurs du passé? Et quelle doit être la conduite à tenir aujourd'hui? La question a été abondamment soulevée après l'incendie de Notre-Dame de Paris et a donné lieu à des questions qui prouvent, si besoin en était, qu'on n'a pas tant avancé que ça en fait. Fallait-il reconstruire la flèche et la charpente, qu'on appelle la forêt, ou les remplacer par un geste artistique et moderne? Après tout, les monuments anciens ne sont pas homogènes, et la fameuse unité de style de Viollet-le-Duc est sans doute une utopie. On a finalement choisi de reconstruire à l'ancienne, et pour ma part, c'est tant mieux. Cela n'engage que moi. Mais je ne comprends pas le principe actuel de se servir d'une œuvre ancienne et reconnue pour s'y appuyer et faire de l'art contemporain. Comme si celui-ci avait besoin d'être valorisé par quelque chose d'éternel pour exister. Ou pire, comme s'il avait la prétention qu'on avait besoin de lui pour valoriser une œuvre qui a déjà traversé les siècles. Ce n'est pas la question? Peut-être. Mais que penser alors du projet de remplacement des vitraux de Notre-Dame, qui consiste à enlever des œuvres déjà classées, même si ce n'est que du XIXe siècle, alors qu'il y a tant d'endroits en France qui réclament de l'attention et où des œuvres modernes auraient une vraie valeur ajoutée? Mais reprenons. Le patrimoine français se meurt, faute de moyens. Et en raison aussi, sans doute, d'exigences paradoxalement trop élevées. Parce que si on se permet des projets aussi pharaoniques que peu nécessaires sur certains monuments, nombre de châteaux, églises et autres s'écroulent car les projets de maintien et de réparation sont régulièrement refusés. D'autres pays, l'Angleterre notamment, sont beaucoup plus souples en la matière. Où est donc l'équilibre? Je n'ai pas de réponse à cela non plus.
Alors nous avons de nos jours la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise, ensemble d'orientations fournissant un cadre international pour la préservation et la restauration des objets et des bâtiments anciens. Elle a été approuvée par le 2e Congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, réunis à Venise donc en 1964. Pour la résumer, disons simplement qu'elle impose en particulier que l'on restaure les monuments historiques dans le dernier état connu. Il y a des concepts importants. Dernier et connu. On ne peut donc plus extrapoler, comme l'avait fait Viollet-le-Duc. On doit restituer ce qu'il y avait tel quel. En revanche, on ne remonte pas le temps. Si une génération A, à un moment donné, fait n'importe quoi, on doit le laisser. C'est le dernier état. Oui, mais alors, c'est quoi le dernier état connu du donjon de Coucy, par exemple? C'est avant ou après la destruction de 1918? Le remettre debout a du sens ou pas? La flèche de Saint-Denis a été abattue il y aura bientôt 200 ans. L'état actuel de la basilique est-il le dernier état connu, ou faut-il considérer qu'il s'agit d'une anomalie devant être corrigée? Pour Saint-Denis, à vrai dire, la question ne se pose pas trop, car la destruction de la flèche a été réalisée dans le cadre même d'un projet de réparation. Depuis 1847, le projet de reconstruction n'a jamais quitté l'esprit des représentants successifs de la ville de Saint-Denis. À toutes les époques, tous partis politiques confondus. Mais ailleurs, sur cette question, évidemment, les experts se disputent. Et cette pauvre charte de Venise est considérée par beaucoup comme obsolète et inadéquate. En plus, elle est accusée de proposer une vision purement occidentaux-centrée de la question. Mais bref, lors d'une conférence, en novembre 2025, Mathieu Lours, historien de l'architecture et du patrimoine, pose la question à l'envers. Y a-t-il des risques à s'interdire de reconstruire? Dans la charte et dans les pratiques, reconstruire ou restituer est très souvent considéré comme un acte suspect. Mais se priver de l'acte de reconstruire n'est-il pas plus dommageable encore? La charte se prononce contre la suppression des traces du passé. Mais qu'en est-il quand les traces ont déjà disparu? Quel mal y a-t-il à reconstruire lorsque l'original a disparu? Quel mal y a-t-il à combler un vide? La copie ou l'imitation n'est-elle pas toujours plus intéressante que l'absence? Je ne vais pas vous refaire la conférence, j'en suis incapable. Mais vous voyez combien la question est complexe. En fait, on peut la résumer de la manière suivante. Ne pas reconstruire entraîne de facto l'effacement de vestiges historiques année après année. Faut-il alors se résoudre à la disparition du patrimoine? Et vaut-il mieux reconstruire quelque chose qui s'apparente à un faux, à un plagiat, mais qui restitue l'esprit même de ce qu'il y avait, quitte à tricher avec les matériaux, comme l'a fait Viollet-le-Duc, qui a placé des poutres en fer à Pierrefonds, bien cachées sous des parements en bois, mais également ce qui a permis de relever la toiture de la cathédrale de Reims, réduite en cendres lors de bombardements en 1914 et reconstruite en ciment armé. Henri Deneux, à l'origine de cette restauration, aurait dit à ses détracteurs que si ça ne leur plaisait pas,
tout était démontable et qu'il n'avait qu'à le refaire. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a pris au mot. À vrai dire, je constate que critiquer certains architectes qui ont voulu bien faire dans le passé avec les moyens dont ils disposaient et les exigences de leur temps. N'oublions pas que Pierrefonds a été reconstruit pour servir de résidence à Napoléon III, avec toutes les exigences que cela implique en matière de déco et de confort. Bref, critiquer tous les viollet-le-duc du passé ne nous empêche pas de placer dans ces mêmes monuments des œuvres d'art contemporain ou estimées telles, qui souvent dégradent les lieux, comme cette œuvre de Felice Varini, Concentriques excentriques, à Carcassonne, qui a finalement fortement dégradé les murs en laissant des marques encore visibles de nos jours sur les remparts. On marche un peu sur la tête, non? Alors pour finir, je voudrais vous poser une dernière question. Le but de tout ça, conserver, restaurer, mettre en valeur notre patrimoine, est bien de transmettre notre histoire et notre art dans ce qu'ils ont de bon, mais aussi de moins bon. On est bien d'accord. Cette transmission passe donc nécessairement par une mise à disposition de l'œuvre ou du monument au public, avec explication ou sans, selon les possibilités de chaque site, mais de manière ergonomique et évidemment sécurisée. Tout cela nécessite donc des installations, éclairage, rampes, panneaux de signalisation, etc. C'est vraiment conforme à l'esprit de restauration, tout ça? On accuse Viollet-le-Duc d'avoir fichu du métal dans ses poutres, ok. Mais nous, on truffe les monuments de fils électriques, d'ascenseurs et de plomberie pour les toilettes. C'est conforme à l'esprit de restitution de l'ancien, ça? Je vous demande seulement d'y réfléchir et de comprendre que ces questions de la bonne pratique de la conservation et de la transmission du patrimoine, eh bien, c'est fichtrement loin d'être simple. Reprenons la conversation virtuelle imaginée par Viollet-le-Duc avec Villars de Honnecourt. Il lui fait dire ceci. De mon temps, il fallait qu'un architecte fût ingénieur, c'est-à-dire inventeur et ordonnateur d'engins, qu'il connût les matériaux, qu'il sût les employer, qu'il composât des ornements et fût en état de les varier à l'infini, qu'il combinât l'ordonnance de la statuaire dont il décorait les monuments, qu'il fût géomètre, arpenteur, qu'il débattît les prix avec les ouvriers, qu'il sût remplir les programmes donnés par les seigneurs et gens d'église, lesquels ne sont pas faciles à contenter, qu'il fit beaucoup avec peu d'argent, car nous n'avions pas, comme vous, des budgets annuels, renouvelés d'une manière régulière. Nous pensions même que l'architecte doit être un peu musicien et un peu médecin. Il en est finalement de même pour le restaurateur, avec la dimension d'historien et peut-être même de psychologue. Notre patrimoine, architectural notamment, c'est de l'art et de l'histoire. Et c'est aussi le témoignage, la preuve des savoir-faire et de l'esprit des générations passées. Faire du neuf avec du vieux, ça n'a de sens que si on cherche à restituer cet esprit et ce savoir-faire. Sinon, autant faire du neuf qui se suffit à lui-même et qui sera à son tour admiré par les générations futures.